assez lourde. Alors, je vais être obligé de vous lire un certain nombre de textes, parce que je vais faire de l'explication de texte. C'est un sujet assez délicat, qui paraît anodin, et comme tous les sujets qui paraissent anodins, c'est extrêmement grave. J'espère que je ne ferai pas le blues en fin de séance, et que vous pourrez repartir. Il n'y a que de l'eau, donc on ne va pas à se saouler pour éviter. Bon, c'est une plaisanterie idiote, je sais. Donc, l'introduction, le titre, c'est du traité d'Aix-la-Chapelle à la disparition programmée de la France. C'est un excellent titre qu'ont trouvé Sophie et Marc. Moi, j'aime bien Marc et Sophie parce que c'est une série. Mais Sophie et Marc, et je trouve que c'est tout à fait ça. Et le but, là, c'est de vous expliquer comment, depuis X années, la France est dans le collimateur de certaines puissances, qu'elles soient politiques, financières ou autres. Alors, déjà, dans le titre, vous allez voir, parce que Monsieur Estrosi, enfin Monsieur Sarkozy, Monsieur Macron, pour faire passer ces vilainies, pour rester poli, eh bien, il essaie de prendre les habits du général. Donc, il a pris comme idée le 63e anniversaire, je crois que je suis ça, du traité d'Élysée. Alors, je vais vous montrer que ce n'est pas du tout la même chose. Alors, le titre, qu'est-ce que c'est? C'est un traité entre la République française et la République fédérale allemande sur la coopération. Jusque-là, c'est de méthode d'inspiration gaulienne, coopération. Et l'intégration franco-allemande. Je vous invite à bien méditer ce terme. Intégration franco-allemande. Vous pensez que l'Allemagne va s'intégrer à la France? Elle a déjà fait en 40. C'est le contraire. Non, elle a intégré la France, elle a absorbé. Mais elle n'a jamais fait de la coopération. Et là, l'intégration franco-allemande, au moins c'est clair. Apparemment, ce sont les juristes allemands qui ont fait ces textes, parce que on voit bien la patte germanique là derrière. Alors cela renvoie bien sûr aux pires heures de notre histoire, avec la collaboration, comme tu disais, et la fameuse Europe allemande nazie, qui était déjà appelée Union européenne. Ça, c'est une carte postale que je commenterai tout à l'heure. Alors, le but de ce sujet, pour moi, c'est quoi? C'est de faire un hommage et une ode à la France, peut-être une ode aussi à ce qu'on appelait l'Europe des nations, qui ne s'appelait pas Union européenne à l'époque, mais qui s'appelait simplement Communauté européenne, et d'être absolument contre, mais viscéralement et au-delà, contre l'Union européenne. Voilà, ça c'est pour l'introduction. Alors ce traité, vous voyez, qu'il fait passer, qu'il a appelé comme ça, il a déjà fait valider par les deux parlements français et allemand le même jour. Donc, M. Macron, je crois, le gouvernement, M. Macron, il a déjà fait valider ce pré-traité. Alors quand je dis valider, il n'y avait pas de texte dedans, c'était oui, ça va être le traité de 1963, etc. Mais il a fait valider ceci par les deux, avec les belles intentions, etc. Les deux parlements, français et allemand, le même jour, le 22 janvier 2018. Le même jour. Alors le matin, je crois que c'était en Allemagne et l'après-midi en France. En Allemagne, c'était le président du Parlement français, qui était à l'époque M. de Rugy, qui a fait un discours devant le Bundestag, archipel. En France, c'était M. Klaus, comment il s'appelait, Wolfgang Schäuble, vous vous rappelez de cet homme, quoi, ministre de l'économie qui a mis la Grèce par-dessus partout, qui a tordu le bras aux Grecs et qui les a rendus vraiment miséreux. Et bien maintenant, il est président du Bundestag. Et ça, c'était
on appelait ça le nouveau traité de l'Élysée. Et voilà-t-il pas, comme dirait l'autre, que le 22 janvier 2019, eh bien, il y a le traité, mais ce n'est plus le nouveau traité de l'Élysée, c'est le traité de franco-allemand, comme je vous dis tout à l'heure, et ce n'est plus signé à Paris, à l'Élysée, c'est signé à Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle, c'est quand même extrêmement symbolique. Charlemagne, nous, bien sûr, qui a inventé l'école, sacré Charlemagne, on a tout ça, mais Charlemagne, il y a une symbolique derrière. C'est pas forcément tout à fait la nôtre. La symbolique, c'est plutôt nos cousins germains qui l'ont un peu récupéré. Parce que il y avait ce qu'on appelait le Saint-Empire romain germanique. Vous vous rappelez? Et donc, Charlemagne, les Allemands, eux, voudraient reconstituer, avec l'impérium allemand, bien sûr, ce Saint-Empire. Enfin, ce ne sera plus le Saint-Empire, mais c'est l'Empire romain germanique. Et évidemment, sous tutelle allemande, bien sûr. Alors, c'est pour ça que ça s'est, à mon sens, fait à Aix-la-Chapelle. Et chaque année, pour montrer un peu la pertinence d'Aix-la-Chapelle. Ah oui, Aix-la-Chapelle, c'est quoi? Eh bien, c'est là où est enterré Charlemagne. Alors, il y a chaque année le prix Charlemagne qui récompense les personnalités, a priori européennes, qui ont le plus œuvré pour la construction européenne, c'est-à-dire pour faire en sorte que l'Union européenne soit efficiente. Mais ce n'est pas forcément des Européens. Par exemple, en 2000, c'était M. Bill Clinton. C'est bizarre, non? Pas tellement. Et je crois que c'est en 2014, c'était Emmanuel Macron. Voilà. Donc tout ceci, c'est très intéressant quand on regarde les choses de près. Alors, Macron, dans son rôle favori d'usurpateur, a voulu utiliser le symbole gaulliste et il a voulu s'inscrire dans cette longue liste gaulienne. Quelle honte! Le 22 janvier 1963 était signé à l'Élysée par De Gaulle et Adenauer le traité de l'Élysée. Ce dernier portait sur une construction européenne basée sur la coopération des nations. À l'époque, il n'y avait pas de CEE, il n'y avait pas d'UE, il n'y avait que la CE. Et c'était la coordination entre les nations. D'ailleurs, tout ce que mettent en avant les gens qui défendent l'Union européenne, on dit vulgairement les européistes, mais c'est pas forcément. Moi, je suis bien un souverainiste, et c'est pas forcément malsain de l'appeler européiste, souverainiste. Bon, les listes, pas transparent aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce qu'il y avait dans ceci? C'était là, tout ce qui s'est fait à ce moment-là, c'était les coopérations entre États. Toutes les grandes réalisations européennes que nous connaissons et qu'on vient d'avoir aujourd'hui ont été mises en place à cette époque. Airbus, EADS, tous ces grands projets. Depuis, le traité de Maastricht et le traité de Lisbonne interdisent ces coopérations entre États. Alors, par contre, je vous propose de parler en premier du traité d'Élysée rapidement, pour vous proposer quelques morceaux choisis, pour voir que le traité d'Aix-la-Chapelle, c'est pas du tout ça. De se pencher en deuxième partie sur le traité d'Aix-la-Chapelle avec une étude précise des articles qui me semblent importants, et il y en a beaucoup, avec des orientations, il y en a 4. Les 4 orientations pour détruire la France, vite fait, je vous l'ai dit, mais on le verra tout à l'heure. C'est la cession, alors c'est pas écrit, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est dans les trucs. La cession du veto français au Conseil de sécurité, d'une certaine manière, la cession de l'arme nucléaire à l'Allemagne,
acter la désintégration du territoire, puisque Fabrice a parlé des super communes, il y a aussi des super régions, les districts, les super districts, et bien ça veut dire tout simplement la destruction physique et administrative de la France. C'est écrit ça. Alors, enfin, on ne dit pas bien entendu qu'on va détruire la France, mais moi je vais vous l'expliquer. Et voilà, donc, qu'est-ce qu'il y a? Nous venons maintenant au traité d'Élysée, très rapidement. Un peu d'histoire quand même. La France est une vieille nation. C'est, je crois, avec l'Angleterre, la plus vieille nation d'Europe, qui a plus de 1000 ans d'histoire. Je vais vous donner quelques dates marquantes, et vous expliquer pourquoi, à mon sens, elles sont marquantes. La bataille de Bouvines, le 27 juillet 1214, je crois que c'est ça. Avec, c'était quoi il s'appelait? Je crois que c'était Hugues de Capet, qui était confronté à une coalition extraordinairement lourde de nos cousins Germains et autres. Une coalition. Et normalement, il n'aurait jamais dû gagner. Qu'est-ce que c'est qui a permis cette victoire? Ce sont les communs. Les communs, ce sont des gens du peuple qui étaient organisés, hein, et qui je ne sais pas, c'était des corporations, que sais-je encore, et qui ont décidé de sauver la France. Et ils ont levé des milices dans chacun des communs, et ils ont fait une armée qui a permis au roi de France de battre cette coalition. Voilà pourquoi la bataille de Bouvines, à mon sens, c'est un acte fondateur de la nation française. Parce que, deux choses. Le roi de France a vaincu l'ennemi, mais le peuple français s'est uni pour combattre l'ennemi commun. Voilà. Ça me semble important. Les communs, c'est devenu ensuite les communes. Et vous savez que notre pays a 36 000 communes, maintenant 35 700, ou je ne sais pas combien. Mais le projet, c'est d'en avoir plus que combien? 7 000 ou 112 000 sur le plan national. Voilà. Le projet, c'est ça. Ça veut dire détruire la France. Donc, vous voyez, les communs, ça remonte à 1000 ans d'histoire. Après, autre date importante, la Révolution française et la bataille de Valmy. Même chose. Je crois que c'est le 21 septembre 1791 que, dans la plaine de Valmy, il y a eu cette bataille, et la coalition des sans-culottes, qui était mal armée et tout, contre une coalition des autres puissances européennes, eh bien, ils ont battu cette coalition. Parce qu'ils défendaient la République. Ils défendaient les principes républicains, liberté, égalité, ce qui fonde notre vivre ensemble aujourd'hui. C'était la coalition des Gilets jaunes. Non, là, c'était pas les Gilets jaunes, là, c'était les sans-culottes. Alors, ensuite, l'unité politique qui est née de cette nation qui est quand même très ancienne, et surtout qui a été cimentée par la République française, qui a été déclarée en 1789, a donné à notre pays une puissance qu'aucun autre, à part l'Angleterre encore, n'avait sur le continent. Malheureusement, ces coalitions qui ont combattu notre pays depuis très longtemps ont quand même affaibli. Et je vais vous donner quelques dates. Une qui me semble importante, c'est 1815. C'est Waterloo, je crois. Donc là, les gens étaient amenés à détruire la France, à la découper en morceaux, et c'est le tsar Nicolas III qui a refusé que ce soit ceci. Parce qu'il y avait une grande amitié, il y a toujours une admiration mutuelle entre les peuples russes et français. Il y a eu une amitié franco-russe qui remonte à très longtemps. Ensuite, il y a eu le déclin industriel a commencé à partir de 1870. 1870, c'est la défaite de Napoléon III, et c'est surtout l'annexion par l'Allemagne, quand elle s'est réunifiée avec Bismarck, de l'Alsace et la Lorraine. L'Alsace et la Lorraine, c'était quand même un endroit qui donnait la puissance industrielle à la France. C'est le charbon et l'acier. Ensuite, autre date importante qui a écorné la France, c'est 1914-1918, avec la saignée à blanc de toute cette jeunesse.
je crois que c'était 1 million et quelques de personnes, presque toute la jeunesse paysanne, puisqu'il y en avait beaucoup, et intellectuelle. Et il y avait aussi des ouvriers, mais beaucoup étaient... Voilà. Ensuite, ça a donné ceci, non à la guerre. Le mouvement pacifiste. Alors dans le mouvement pacifiste, je suis pacifiste. Mais il y a plusieurs tendances. Il y a celui pacifiste à tout prix. Et celui-là s'était développé à cause des gueules cassées. Il y en a aujourd'hui des gueules cassées. C'était des gueules cassées de la guerre. Et qu'il disait, ces pacifistes, il vaut mieux Hitler que d'avoir une guerre. Et après, il y avait la bourgeoisie française qui était prête à trahir, comme d'habitude, comme elle le fait aujourd'hui, et qui disait, mieux vaut Hitler que le Front populaire. Voilà ce qui a donné quand même la débâcle de 1940. Et en 1940, il y a eu la collaboration. Vous savez un peu cette histoire-là, dans la France, était détruite, pillée, etc., etc. Mais il y avait une petite flamme à un moment qui s'appelait la résistance, où les gens des deux bords politiques, les gaullistes, même des gens d'extrême droite qui sont allés à Londres, qui ont fait la France libre, il y avait beaucoup de militaires dedans. Et après, il y avait les gens de gauche aussi, d'autres personnes, beaucoup de communistes, qui ont forgé la résistance. Et né le CNR qui rassemblait le peuple français pour bouter hors de notre territoire l'ennemi. Donc à la libération, ici, il y a eu une étincelle. Ça veut dire que le pays étant ruiné, etc., il y a eu une énergie folle, un rassemblement du peuple, qui a permis de se redresser. Ce n'est pas le lieu aujourd'hui, mais il y a tout un tas de mécanismes qui ont été mis en place à la libération, qui a permis à cette France qui était vouée aux gémonies de renaître et d'être une puissance industrielle de premier plan. Grâce aux nationalisations des banques, des assurances, une presse libre. Libre, ça ne veut pas dire, comme aujourd'hui, interdiction absolue à des groupes financiers ou des grands propriétaires de banques de posséder les médias. Interdiction. Aujourd'hui, on en est loin. Donc, de 1944 à dans les années 50, il y a eu l'application du programme du CNR. Mais l'Empire américain était là. Il était évident que pour eux, il valait mieux négocier avec Darlan, Pétain, Laval même, et d'autres, Giraud, plutôt qu'avec De Gaulle. Pas parce que De Gaulle a un mauvais caractère, ce qui était vrai, mais parce que De Gaulle était attaché à la souveraineté. Il a tout fait dans tout son combat, la souveraineté de la France, avec les communistes, il faut le dire aussi. Maurice Thorez a fait la même chose. Et Duclos, pareil. Alors, il y avait... Les Américains avaient mis en place une espèce de... Pour eux, la France était un pays vaincu. Donc, elle était traitée par eux comme l'Italie ou l'Allemagne et le Japon. Donc, c'était facile de leur piquer les colonies, enfin toute leur richesse. Et ils avaient mis en place l'AMGOT. C'était l'administration militaire américaine quand la France serait libérée. Mais là, grâce à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça n'a pas pu avoir lieu. Si vous avez un petit moment, regardez le discours de Gaulle de Bayeux en 1944. Alors, c'est pas le 6 juin, ça doit être le 8 juin 1944. Voilà. Après, il y a eu le plan Marshall aussi. Alors aujourd'hui, on nous vante le plan Marshall comme étant une chose extraordinaire. Et le plan Marshall, ça a été surtout, moi je donne, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Donc, si tu n'es pas d'accord avec moi, je te tourne le bras et tu oublies. C'est vraiment ce qui s'est passé. Il y a eu aussi, alors le plan Marshall, en 1947, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a installé le GATT. Le GATT, c'est l'ancêtre de l'OMC. C'était la libéralisation de tout. La libération des droits les droits de douane devaient disparaître et d'installer en fait le libre-échange. Après, il y a eu les accords Bloom-Birns. Bloom, c'était Léon Blum, qui ont eu lieu en 1949. Ça, c'était pour avoir une mainmise sur le cinéma et les œuvres culturelles. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi il y a beaucoup de chansons américaines sur les ondes? Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi on inonde les cinémas de films américains? Parfois ils sont très bons, parfois ils sont nuls. Propagande.
Alors, c'est ça, c'est ça. Alors, après, il y a eu la CECA. Vous connaissez ce mot? Alors, c'était l'acier et le charbon. C'était une union entre l'Allemagne et la France, mais en fait, c'est une union avec c'était un marché de dupes. C'était surtout pour permettre à l'Allemagne de se réindustrialiser très rapidement. Après, il y a eu le traité de Rome, 1957, et qui a installé la Commission européenne et tout le bazar qu'on connaît. Mais c'était simplement la communauté européenne. Et devinez qui a été le premier, vous savez, l'ancêtre de Juncker. Juncker, il se saoule toutes les nuits, mais bon. Et lui, c'était Walter Einstein. Et c'était un dignitaire nazi. Il avait participé à toutes ces opérations qu'il y a eu dans les années 40 pour promouvoir une nouvelle Europe, une Union européenne sous la botte allemande. Voilà. Alors, De Gaulle est arrivé, et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a lancé le plan Fouché pour justement contrer ces idées qui voulaient détruire la France déjà. Le plan Fouché n'a pas été accepté. Il y en a eu 3, ils ont été rejetés. Et il est allé voir Adenauer, ils se sont rencontrés, et il y a eu le traité de l'Élysée, le 22 janvier 1963. Alors, une parenthèse. À l'époque, il y avait 2 Allemagnes, occupées militairement. Il y avait la RFA, République fédérale d'Allemagne. Il y avait trois pays qui les occupaient, l'Angleterre, les États-Unis et la France. Donc, ils n'avaient pas trop droit au chapitre. Et il y avait la RDA, République démocratique allemande, qui était occupée par l'URSS. Donc, les Allemands étaient preneurs, vous comprenez? Et puis, M. Adenauer, c'était un Rhénan, et il était quand même proche des idées qui étaient en cours en France à l'époque. Donc, le traité de l'Élysée, comme j'ai dit tout à l'heure, a permis de favoriser les coopérations. Après, en 1962, il y a eu l'arme nucléaire, qui a été thermonucléaire en 1968. Après, il y a eu la sortie du commandement intégré de l'OTAN en 1966, il a été effectif en 1967. Mais, il y a eu mai 68. Mais, en 1969, De Gaulle démissionne. Certaines personnes pensent que c'est la première des révolutions colorées. Certaines personnes. Après, dès lors que De Gaulle est parti, il y a eu Pompidou. Giscard comme ministre des Finances. Pompidou était un homme de la banque Rothschild. Donc, on en a toujours eu. Après, il y a eu Mitterrand. Mitterrand qui avait promis de belles choses, mais en 1983, il y a eu le tournant de la rigueur, dont on n'est pas sorti de paix. Après, il y a eu l'acte unique. Le tournant de la rigueur a été quand même mis en place par le ministre de l'économie de l'époque qui s'appelait Jacques Delors. Après l'acte unique en 1986 a été étudié et fait et mis en place par le président de la Commission européenne de l'époque qui s'appelait Jacques Delors. Qu'est-ce que c'était? C'était de faire un grand marché intérieur et la communauté européenne économique européenne est devenue Union européenne. Après, il y a eu Maastricht, 1992, l'euro 2000, le PCE 2005 qui a été rejeté par la population française et remis en place en 2008, c'est-à-dire le coup d'État parlementaire. En 2011, il y a eu le TSCG avec le semestre européen. Soi-disant, M. Hollande devait le mettre, le renégocier, mais dès qu'il a été élu, il a adopté. Et en 2018-2019, le traité d'Aix-la-Chapelle. Alors ça, c'est pour la France. Vous voyez, la France, elle est quand même, toutes ces dates-là, si je vous les ai données, c'est que même si parfois elle s'est remontée, même si parfois elle a réussi, elle a été souvent la cible d'autres puissances, parce qu'elle a des atouts énormes, la France, sur le plan géographique notamment. Alors l'Allemagne, elle, l'unité politique allemande s'est faite en 1970 grâce à Bismarck. L'Allemagne connaît une homogénéité culturelle et ethnique, ce que n'a pas la France. Donc maintenant, regardons le traité d'Adenauer. De quoi il parlait? Eh bien, d'une union politique avec les 6, basée sur les coopérations. De quoi s'agit-il? Eh bien, de politique étrangère, de culture,
Mais il y avait deux sujets pour lesquels De Gaulle et Adenauer n'étaient pas d'accord. C'était De Gaulle ne voulait pas de fédéralisme. C'est normal, puisque c'est pour ça que je vous ai fait ce petit rappel historique. S'il y a du fédéralisme, la France disparaît. Je vous l'expliquerai en détail tout à l'heure. Et Adenauer, lui, ne voulait pas de conflit avec les États-Unis d'Amérique, puisque, je vous l'ai expliqué aussi, il était occupé. La France, De Gaulle, à l'époque, voulait éviter que le porte-avions américain ne puisse atterrir en Europe continentale. Et ce porte-avions américain, c'était la Grande-Bretagne. Pourquoi il ne voulait pas ça? Parce qu'il ne voulait pas de libre-échange, et il voulait faire en sorte que les pays coopèrent. Alors, le traité, le fonctionnement du traité, eh bien, il y avait les chefs d'État qui se réunissaient, il y avait les conseils des ministres, etc., qui se réunissaient. C'est à peu près les mêmes termes que nous retrouvons dans le traité d'Aix-la-Chapelle. Mais il y a quand même des petites différences. Ça veut dire que les rencontres et les commissions interministérielles qui étaient créées pour gérer ces questions, eh bien, elles sont chargées de suivre les différentes coopérations à l'époque. Aujourd'hui, on a mis à peu près dans le traité d'Aix-la-Chapelle, on met aussi ces commissions en place. Donc, vous voyez, il va pouvoir dire ceci, c'est le même. Mais c'est pour le suivi, mais pas des coopérations. Et la mise en œuvre de ce qui a été décidé conjointement, entre guillemets. Et il faut un examen périodique de ce qui a été décidé, de manière à pouvoir faire avancer l'intégration franco-allemande. Et il y a des évaluations qui seront faites. Pour l'instant, il n'y a pas encore les sanctions, mais ça ressemble à s'y méprendre à ce que nous observons sur l'Union européenne, n'est-ce pas? Alors, il y avait des consultations en 1962 sur la politique étrangère, il y avait des consultations sur la défense, des consultations, et il cherchait un rapprochement stratégique et tactique. Dans le traité d'Aix-la-Chapelle, il y a aussi des consultations sur... Il y a aussi ces mots-là. Mais ce ne sont plus des consultations pour faire avancer, ce sont des injonctions, et on y revient. Mais ce traité qui a été signé le 23, l'oncle Sam veille. Le Bundestag vote le 8 mai 1963 un préambule à ce traité, qui va tout mettre par terre, qui va le vider de sa substance. Qu'est-ce que dit ce préambule? Il affirme l'importance pour l'Allemagne de l'alliance transatlantique. Terminé. Circuler, il n'y a plus rien. Et l'entrée de la Grande-Bretagne. Voilà. Donc, le traité ne sert plus à rien. Alors, on peut voir ceci comme aujourd'hui, le couple franco-allemand, vous savez, on bassine le couple franco-allemand, etc., l'amitié franco-allemande, eh bien, il passe toujours, aujourd'hui encore, après le couple germano-américain. Toujours. À l'époque, l'Allemagne était un pays, aujourd'hui aussi, c'est un pays surveillé. De plus, l'Allemagne est un pays proche des anglo-saxons, puisque la Saxe, c'est en Allemagne. Ils ont des cultures communes. Et il y a beaucoup d'Allemands qui ont émigré aux États-Unis aussi. Voilà pourquoi il y a ces rapprochements. Je crois que dans l'Ouest américain, il y a des États qui sont peuplés pour moitié d'Allemands. Il y a même dans le Dakota du Nord, la capitale du Dakota du Nord, qui est un État américain, je ne sais pas le numéro de celui-ci, sa capitale s'appelle Bismarck. Voilà. Terminé pour, vous voyez, j'ai fait un truc rapide pour le traité de 62. Macron essaie de se présenter comme le successeur, mais c'est pas grave. Regardons maintenant le nouveau traité, le traité d'Aix-la-Chapelle. Alors, outre la remarque inquiétante du titre, il y a 28, sur les 28 articles qu'il contient, il n'y en a pas un seul, il n'y en a pas un seul qui servirait les intérêts français. Pas un seul. Pas une ligne, pas un alinéa, rien. Le néant. Par contre, vous allez voir dans le détail ce que l'Allemagne gagne.
Alors, vous voyez, je vous ai parlé du couple germano-américain, c'est aussi, on parlera dans la troisième partie, c'est la même chose. Ça veut dire que les Américains sont derrière cette destruction programmée de la France. J'essaierai de vous expliquer pourquoi. C'est pas facile parce que il faudrait avoir plus de temps et faire une intervention que là-dessus. Mais bon, j'essaie de vous donner des pistes. Après, vous pouvez vous-même aller chercher. Là, il y a un excellent livre que je m'en suis inspiré. La France se délite, réagissons. Il parle de ces choses-là, de la désindustrialisation de ces choses. Oui. Est-ce que vous avez lu, il y a un livre qui est sorti de Villiers qui fait Oui, parler. Et ça relie complètement. Ça relie exactement. Alors, il y a De Villiers, il y en a beaucoup de personnes qui. Mais bon, ce sont les eurosceptiques, hein, d'accord? Oui. C'est ça. Ce sont les souverainistes. Ce sont les souverainistes. Moi, j'en suis là. Alors, je ne dis pas que je suis souverainiste parce que je préfère défendre la souveraineté. Parce qu'en étant souverainiste, même si je suis de la gauche républicaine, je suis un extrême droite. Je suis là-bas. Il y a Pierre Hillard aussi. Hein? Il y a Pierre Hillard comme auteur aussi. C'est qui l'auteur de ce bouquin, là? Comment? L'auteur de ce bouquin? Alors, il y en a deux. Ce sont deux universitaires, deux docteurs universitaires de Rennes. C'est Jean-Pierre Escaffre et Raphaël Fabier. Je vous donnerai les trucs tout à l'heure, ou je le donnerai à Sophie qui le mettra sur. Il est très intéressant parce que même s'il dresse un tableau extrêmement noir de la situation française, il lance des pistes qui sont quand même intéressantes. Donc, venons-en maintenant au traité. On va se régaler. Alors, le traité, je suis obligé de faire de l'explication de texte, excusez-moi. Examinons quelques articles, on ne va pas tous les passer en revue. Et je vous ai dit, il y a au moins 3 sujets, même 4. 4 sujets fondamentaux. Je rappelle, la diplomatie, passer à la main. Pour aller vite, hein, à la bouche, passer à la main. La destruction de la France avec l'Alsace, passer à la main. Les eurodistricts, c'est ça. Ensuite, l'Afrique, passer à la main. Vous voyez, ça fait 4 trucs importants. On va l'étudier dans les différents articles. L'article 4. Il est question des militaires. Alors, il est un peu long, donc je ne vais pas vous lire tout de l'article 4. Vous le regarderez. J'enverrai à Marc et Sophie et Marc ce document, comme ça vous aurez tous sous la main la réalité du traité. Je vous enverrai aussi le traité de 1962. Comme ça, vous pouvez comparer. Tout ce que je dis, vous verrez. L'explication de texte, peut-être que je me trompe, mais bon, vous verrez bien. Alors, je n'en retiens que les quelques phrases qui me semblent fondamentales. L'article 4. Les deux États, convaincus du caractère indissociable de leurs intérêts de sécurité. Pourquoi indissociable? Vous voyez, ce mot-là nous pose un problème. Pourquoi est-il indissociable? Pourquoi n'a-t-on pas, nous, en France, un intérêt indissociable avec l'Italie? Pourquoi n'a-t-on pas un intérêt indissociable avec la Belgique? Ou avec l'Espagne, ou avec le Portugal, ou avec la Grèce? Pourquoi? Je ne sais pas. Alors je reprends, excusez-moi, j'ai fait une petite aparté. Intérêts indissociables de leurs intérêts de sécurité, alors là ça devient intéressant, font converger de plus en plus leurs objectifs et politiques de sécurité et de défense. Converger. Alors ils n'allaient pas admettre qu'on va vous piquer, ce qui était malvenu, n'est-ce pas? Ça aurait été trop gros. Mais quand on fait converger et que la puissance dominante est l'Allemagne, je vous lirai tout à l'heure le texte de Goebbels, vous allez voir que c'était à peu près le même discours. Hein. Goebbels, c'était le ministre de la propagande du Reich, du Troisième Reich. Donc on voit bien que cette époque-là n'était pas tendre. Et bien là, on utilise un langage soft. Vous avez certainement lu, c'est 1984, hein, Orwell, c'est-à-dire l'inversion du langage. De toute façon, avec M. Macron, on est servi, tout ce qu'il dit, il faut prendre l'inverse, comme ça, donc on sait à peu près ce qu'il est, de quelle question il s'agit. Donc, de défense, renforçons par là même les systèmes de sécurité collective dont ils font partie. Ils se prêtent aide et assistance, ils se prêtent aide et assistance par tous les moyens dont ils disposent.
y compris la forçade. L'article plus long, je ne termine pas, c'était les propos qui me semblaient intéressants, que j'ai relevés. Alors, moi j'aimais bien cette phrase, c'est normal de s'entraider entre voisins, entre cousins germains. Mais où est l'arme nucléaire? Où est la dissuasion française? Elle est marquée. S'il y avait eu une volonté de l'écarter, la France et l'Allemagne auraient dû marquer, à la suite de cette phrase-là, à l'exclusion de l'armement nucléaire. Vous êtes bien d'accord avec ce que je dis? Je ne suis pas fou en disant ça. Ça me semble la logique même. Si ce n'est pas marqué, ça laisse supposer que ce sera possible. On y revient. Vous voyez déjà dans cet article, c'est important. Deux choses. L'oubli, volontaire, me semble-t-il, parce que les gens qui ont fait ça, ce sont pas des imbéciles, et l'exclusivité de la sécurité avec l'Allemagne. Les autres, ils vont dire, la France, elle a marché sur la tête. Le couple franco-allemand, c'était pour faire avancer l'Union européenne dans son ensemble. Les autres pays ne doivent pas être laissés bloquer. Donc pourquoi on n'a pas défendu l'Italie? Enfin, je parle d'Italie parce qu'elle est à côté, puis j'adore ce pays. J'y vais souvent. Donc voilà pour l'article 4. Et la linéa 2 de cet article 4. Bon, celui-là, il est connu, vous l'avez même dans le traité de Maastricht, vous l'aviez dans le TCE, vous l'avez dans le traité de Lisbonne, rédigé autrement. Il s'engage à renforcer la capacité d'action de l'Europe et à investir conjointement pour combler ses lacunes capacitaires. Ça veut dire qu'on va mettre plus d'argent. Renforçant ainsi l'Union européenne et l'Alliance atlantique. Ah, intéressant. Alors là, revenons à la France. La France, elle avait quand même une puissance militaire indépendante. Vous savez que M. Obama et M. Comment s'appelle des États-Unis, Trump, ont demandé à ce que 2% du PIB de chaque pays européen soit consacré à l'OTAN. Bon. La France était sortie du commandement intégré de l'OTAN, je l'ai dit tout à l'heure dans les rappels. Mais vous connaissez la personne qui l'a fait reintégrer? C'est M. Sarkozy. En 2000. Alors c'était en 2009. Et il y a encore une autre forfaiture. Alors, quand on réintègre le commandement intégré de l'OTAN, ça veut dire que l'état-major peut venir en France et il est en domaine extraterritorial. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi qu'il fasse, on ne pourra jamais les juger en France. Vous savez, les armées de l'OTAN sont contestées dans certains pays parce que les soldats américains, parfois, ou d'autres pays, se comportent comme des voyous. Ils violent, ils ne sont jamais jugés. Parce qu'il y a l'extraterritorialité. Alors l'état-major, on peut penser que ce ne sont pas des voyous. Mais l'OTAN, avant que De Gaulle les fasse partir, il y avait à Châtellerault, je crois, une base américaine. Il y a eu beaucoup de jeunes qui sont nés de ces contacts un peu particuliers. Bon, je ne veux pas jeter l'opprobre sur les Américains, ce sont mes amis, bien sûr. Non, mais vous voyez, je veux dire que quand on est un ami, on ne va pas se coucher par terre et lécher les pieds de son ami. Hein. D'accord? On doit être capable de lui dire tu m'emmerdes, excusez-moi l'expression, je suis grossier, je vais essayer d'être à ce seul moment grossier. Donc voilà, si on consacre 2% du PIB de la France à l'OTAN, on n'y est pas loin. On ne prend pas le consacrer à la réflexion matérielle qui sont destinés qu'à la France, qui interviennent dans les pays d'Afrique, etc. On ne pourra pas consacrer pour recruter des militaires. On ne pourra pas consacrer ça pour faire en sorte d'améliorer les casernes. On sera là pour l'OTAN. Et vous savez ce que c'est encore l'OTAN? C'est acheter du matériel. Et qui va vendre le matériel? Les États-Unis. Pourtant, en France, non. Alors là, le paradoxe est énorme. Par le biais des fonds européens, on donne quand même à d'autres pays, surtout de l'Europe de l'Est,
C'est-à-dire qu'il y a les contributeurs nets et il y a les gens qui reçoivent des fonds. Contributeurs nets, il y a l'Allemagne, il y a l'Angleterre, l'Italie et la France. La France, elle est pour 9 milliards par an, je crois, entre ce qu'elle donne et ce qu'elle reçoit. Donc, la Pologne qui reçoit ceci va acheter des chars américains. Voilà. C'est pour vous dire que quand on dit qu'il y a le chômage en France et qu'on est obligé qu'il n'y a plus d'argent, il faut un peu relativiser tous ces termes-là. Voilà, ça c'était une aparté. Bon, maintenant, venons-en à d'autres choses, parce que je reste trop longtemps sur le truc. Il y a la linéa 3. Là, c'est très très joli, ça. La linéa 3, les deux États s'engagent à renforcer encore la coopération en vue d'instaurer une culture commune et d'opérer des déploiements conjoints. Ah, c'est merveilleux, qu'est-ce que c'est? Et ils sont en faveur de la coopération la plus étroite possible entre leurs industries de défense sur la base de leur confiance mutuelle. Étroite possible, les industries de défense, sachant que c'est la France qui a le plus d'industries, surtout le nucléaire. Vous voyez que ce que j'ai mis en avant tout à l'heure se confirme ici. La France, donc, dans le domaine militaire, va apporter toute la base industrielle et technologique. Ben, la France nous donne, tout simplement. Pas officiellement, parce que si vous dites ça comme ça, sans expliquer, on va vous dire que vous êtes complètement déliré, c'est pas marqué. Non, mais en regardant les textes et en les interprétant, les mots ont du sens, surtout à ce niveau, eh bien, on peut supposer que c'est ce qui va se passer. Quand je dis supposer, c'est un doux euphémisme. Alors la France apporte tout. Et l'Allemagne, rien. Pire, l'Allemagne. Vous savez que la France a encore, pour l'instant, quelques industries où on construit des chars. Ils vont acheter des pièces dans d'autres pays européens. C'est comme ça. Hein, eh bien, l'Allemagne interdit à Mercedes de livrer à la France, aux industries françaises d'armement, les carcasses pour les chars. Interdit. Donc c'est ça la coopération. Alors vous voyez, quand vous voyez la coopération la plus étroite possible, c'est dans un sens, c'est pas dans l'autre, c'est pas dans les deux. Alors maintenant, il y a un autre sujet qui est très intéressant, c'est la politique étrangère de l'Allemagne sur l'armement nucléaire français. Il y a quand même un problème, c'est qu'elle ne peut pas, comme ça, ipso facto, dire on va s'accaparer ça. Pourquoi? Parce qu'il y a le traité de Moscou qui, dans son article 3, interdit à l'Allemagne, écoutez bien, de posséder des armes nucléaires, biologiques et chimiques. C'était une condition sine qua non pour que l'Allemagne se réunifie en 1990. C'est pour ça qu'il y a eu ce traité-là. Donc, interdit pour l'Allemagne, tout ça. Mais, c'est pas beau l'Union européenne. On peut donner ça à l'Union européenne. Et quel est l'impérium dans l'Union européenne? Est-ce que c'est encore la France? Non. Est-ce que c'est l'Allemagne? Oui. Donc, quand on donnera et le siège permanent au Conseil de sécurité à l'Union européenne et qu'on transférera oui, au Conseil de sécurité de l'ONU, merci. Et qu'on transférera l'armement nucléaire, il est évident que ce n'est pas l'Europe, l'Union européenne qui va en bénéficier, mais c'est la puissance dominante. Alors même, ça a été aussi écrit, ceci en toutes lettres, si vous voulez, je vous enverrai aussi ceci, hein, c'est le livre blanc de la défense, le dernier qui a été écrit, pour voir quelles sont les projections, parce que dans la défense, on fait encore de la programmation. De juillet 2016. Je pense que c'était Pierre Devilliers qui était le chef d'état-major de CENI. Alors il annonce de nouvelles ambitions d'hégémonie en Europe de la part de l'Allemagne. Voilà, pour aller vite. Mais alors il y a des choses qui sont extraordinaires. Il y a deux petits trucs, j'ai tenu à vous
Donc vous le verrez quand vous regarderez ça, mais là j'ai tenu à le mettre en exergue parce que c'est intéressant. Le ministre français des armées, qui était, si mes souvenirs sont bons à l'époque de M. Hollande, M. Le Drian, a décidé de ne plus produire d'armes d'assaut par les Français. Vous avez entendu? Avant, il y avait Saint-Étienne démantelé. Il y avait encore le FAMAS, vous savez, c'est le meilleur fusil du monde. Enfin, un des meilleurs fusils du monde. Dans la France, on l'a remplacé, il n'y a que le FAMAS. Il y avait une petite usine qui était issue de Manu France à Saint-Étienne, qui était capable de le produire. Interdiction en Turquie. Les règles de la concurrence n'étaient pas libres, elles étaient faussées. Alors, interdiction de produire des armes d'assaut par les Français, le FAMAS est remplacé par, alors, éclair et coche, et les balles, les fusils, c'est ça. Les balles, ça c'est extraordinaire. Dans une entreprise américaine qui s'appelle Alliant Tech System Inc., mais dont la qualité des produits, les balles, n'est pas assurée. C'est ma bosse. Vous avez certainement entendu parler en 40, moi j'avais mon père qui était soldat à cette époque, qui avait été rappelé, et il disait qu'ils avaient des fusils, mais les balles n'allaient pas dedans. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire la même chose en France? Question idiote, bête, mais je ne connais rien. Et l'Allemagne aspire désormais, ça c'est aussi marqué dans ce rapport sur la défense, l'Allemagne aspire désormais de passer de statut de pays partenaire à celui de pays initiateur. Alors, si les mots ont encore un sens, partenaire, ça veut dire qu'on est au même niveau, et initiateur, si moi j'initie, c'est parce que je sais, et toi tu vas obéir. Hein, c'est pas ça? La politique étrangère. L'article 5. J'espère, si vous voulez, je vais plus vite, mais je voulais en détail examiner article par article qui sont dangereux. Parce qu'on va vous dire, ouais, c'est juste des injonctions, vous voyez. On va vous dire, c'est comme le traité de Marrakech, pareil. Il n'est pas contre nous. Pas contraignant, on va voir que oui. Déjà, il contient des ferments assez difficiles à admettre. Alors, l'article 5, c'est sur la politique étrangère. Je vais vous lire les phrases qui me semblent importantes. Les deux États étendent la coopération entre leurs ministres des Affaires étrangères, ça c'était déjà compris dans le traité de 63, y compris leurs missions diplomatiques et consulaires. Ah, ça c'est pas tout à fait pareil. Étendre la coopération. Encore que, quand il n'y a pas un consul, par exemple, quand M. Juppé, qui est rentré au Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, était ministre des Affaires étrangères de Sarkozy et qui a enlevé la représentation diplomatique, c'est-à-dire l'ambassade à Damas, ça nous a valu des terroristes, hein, beaucoup, eh bien, les consultations avec ces pays-là se faisaient par un pays ami. Je pense que c'était l'Allemagne. Donc ça, c'est normal. Ils procèdent, là c'est un peu moins, ils procéderont à des échanges de personnel de haut rang. Échanges. Ils établiront des échanges au sein de leur représentation permanente auprès des Nations Unies à New York, en particulier entre leurs équipes du Conseil de sécurité. On est? Voilà. Alors, juste quelques précisions néanmoins. La France a le deuxième réseau diplomatique du monde. L'Allemagne va bénéficier gratis de ce deuxième réseau exceptionnel. L'Allemagne n'apporte rien à l'échange. Rien. La France, généreux, on te donne tout. L'Allemagne, rien. Niet. Et puis, les diplomates allemands parleront au nom de la France quand on fait des échanges. Les diplomates allemands parleront au nom de la France à l'ONU. Alors là, on voit bien que ce qui se dessine, c'est le transfert. Et je pense que pour tordre le bras à la France, il y a
un joker qui est important, c'est la dette. L'Allemagne a tout fait depuis l'euro pour faire en sorte que l'équilibre de balance commerciale ne puisse plus avoir lieu. Donc ça engendre de la dette, et cette dette permet l'asservissement des gouvernements et des peuples. Donc la France cédera son siège à l'ONU comme pour l'arme atomique. Alors là, je vais vous lire une citation du vice-chancelier allemand qui s'appelle Olaf Scholz, qui est de la CDU, c'est-à-dire les socialistes, c'est ça? Non? Oui, c'est bien ça. Non, SPD, pardon, SPD. Excuse-moi, SPD. Là, non, là c'est. Oui, enfin bon. Mais c'est pareil, hein. C'est pas grave si on est interverti, c'est la même chose. Du 30 novembre 2018, vous voyez, c'est pas vieux ça. Alors c'est quand même le vice-chancelier allemand, hein, quand même, hein. Officiellement, il dit ça. Si nous prenons l'UE au sérieux, l'UE devrait également parler d'une seule voix au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Enfin, voyons. Alors, jusqu'à ce que le Royaume-Uni prononce le Brexit, il y avait 2 pays qui possédaient ce genre de choses. Mais là, avec le Brexit, il n'y en a plus qu'un. Donc, c'est dit clairement, hein, c'est tout. Alors là aussi, maintenant, passons à l'article 6, qui est la sécurité intérieure. Et là, bon, il y a des trucs qu'on peut accepter, hein. Dans le domaine de la sécurité intérieure, on lutte contre le terrorisme et tout, donc ça, c'est normal, c'est logique, ça a toujours existé. Mais il y a une phrase qui me semble intéressante. C'est qu'ils mettent en œuvre des mesures communes de formation et de déploiement et créent une unité commune en vue d'opérations de stabilisation. De stabilisation dans les pays tiers. Stabiliser. Ah. Alors, si on ne s'arrête pas une seconde à ce niveau, ça va, on va lutter contre le terrorisme, etc. Une stabilisation dans les pays tiers. Ça veut dire que cette brigade franco-allemande sera amenée à intervenir dans d'autres pays. Lesquels? L'Ukraine, la Macédoine du Nord, la Grèce, la Russie, les Balkans, des gens qui seront des méchants, hein, vous voyez, des affreux, je sais pas quoi. Terroristes. Et nous, on sera, et la Russie, pourquoi pas? Et nous, on sera associés à ça. C'est un peu gênant. Donc là encore, M. Macron a tout cédé à l'Allemagne, et l'Allemagne, rien. Venons-en maintenant au partenariat avec l'Afrique. Vous savez que M. Sarkozy avait eu une idée qui avait été dictée par M. Argueno, qui, moi, pourtant, il faisait beaucoup de bêtises, mais là, c'était le partenariat euro-méditerranéen. C'est-à-dire d'utiliser notre bassin méditerranéen, où on a une influence, pour essayer de faire rayonner la France, comme ça a toujours été le cas, et en Afrique. L'Allemagne ne se gêne pas pour le faire dans son hinterland, ou son domaine réservé, ou comment ils appelaient ça sous Hitler, l'espace vital. Alors, tous les pays de l'Est, maintenant, c'est passé sous commandement allemand. Eh bien, la France, alors je vais vous lire ça parce que c'est sur 2 ans de cacahuètes, justement les parties intéressantes, pas tout parce que c'est plus long que ça. Les 2 États s'engagent à établir un partenariat de plus en plus étroit entre l'Europe et l'Afrique. Voyez, on ne dit jamais l'Allemagne, hein, l'Europe et l'Afrique, en renforçant leur coopération en matière de développement du secteur privé, d'intégration régionale, et de prévention des conflits. Bon. Surtout, ce qui est important là-dessus, me semble-t-il, c'est un partenariat de plus en plus étroit, entre l'Europe et l'Afrique. Donc, ça veut dire quoi? Que la France offre toute son influence au Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne ou en Afrique du Nord, à l'Allemagne. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. L'Europe, l'Italie a déjà de l'influence, hein, avec d'autres pays. Et l'Allemagne n'en a pas. Et elle a dit niet, Sarkozy, je ne sais plus quelle année c'était, peut-être aussi en 2009 ou 2010, si j'ai oublié. Mais pourquoi maintenant ça l'intéresse? Eh bien, pour donner un coup de pied aux fesses à la France, c'est prendre sa place.
Parce que l'Allemagne, on verra tout à l'heure, a des excédents commerciaux. Et elle ne peut plus refourguer ces trucs aux pays européens qu'elle a dominés, donc elle cherche d'autres marchés. Donc vous voyez, c'est intéressant de s'arrêter à certains. Mais l'Allemagne, elle n'a rien donné. Pourtant, elle a aussi l'espace vital. Elle a aussi la Turquie. Rien. Et je vais vous donner un tout petit exemple, parce que j'ai une amie polonaise qui m'a raconté ça, qui est universitaire franco-polonaise, qui est dans les Bangladesh, parce qu'elle avait des contrats qui nous ont pu respecter. À l'époque du général de Gaulle, il y avait des coopérations entre la France et la Pologne. La Pologne soutenait donc, de manière tout à fait normale, un accord bilatéraux, etc. Au moment de la chute du mur, la Pologne attendait la France, au moins pour partager leurs entreprises, c'était logique, parce qu'il y avait une excellence française, etc. Et il y avait un lycée français. Il y avait donc, comment on appelle ça, l'influence diplomatique, le rayonnement, enfin, je ne me rappelle plus, l'alliance française. Et ça, c'est un rayonnement important. Donc, c'est en ce sens que ma collègue a eu ce genre de contact. Elle apprend le français, elle a appris tout en français. Mais la France, de Mitterrand, a dit non. Elle est venue quand les Allemands étaient proches. Enfin, c'est juste pour vous dire qu'il était clair que l'Europe de l'Est appartenait à l'Allemagne. C'était l'espace vital. Et là aussi, c'est jamais écrit. L'article 8, on revient sur le Conseil de sécurité. Alors, pareil, je vais lire les mots importants, il n'y en a pas beaucoup. L'admission de la République fédérale d'Allemagne en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies est une priorité de la diplomatie franco-allemande. Je répète. Parce que là, quand on a ça, on reste sur les fesses. Mais je suis assis, vous aussi. L'admission de la République fédérale d'Allemagne en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies est une priorité de la diplomatie franco-allemande. Ah, ça c'est pas bon. Alors, les chiens de garde dans les médias, dans les experts, etc., ils vont vous dire que bon, c'est pas grave. Parce que l'idée c'est quoi? C'est de donner un siège à l'Allemagne, et que la France ne perdra pas le sien. Hein, c'est ça. Et ça c'est très difficile, c'est voire impossible. Parce que si on donne un siège en plus à l'Allemagne, en fonction de sa puissance industrielle, de son... il y a d'autres pays qui pourront le faire. L'Inde, qui est aussi une grande puissance industrielle, qui est passée par la France. Le Japon, l'Indonésie, le Nigeria, l'Afrique, le Brésil. Donc pensez bien qu'on ouvre la boîte de Pandore et puis c'est fini. Et tous ces pays sont des pays actuellement qui sont possesseurs de l'arme nucléaire, oui. Répliqué, je crois. Donc, impossibilité, ils vont dire, d'ajouter un membre. Parce que même pour la charte de l'ONU, l'Allemagne est venue bien après. Le Japon et l'Italie sont venus en 1955, l'Allemagne en 1973. Donc il est évident que d'avoir un siège permanent, ça ne peut être que celui de la France. Il n'y a pas d'autre choix. Alors c'est interdit, c'est vrai, on va vous dire, c'est interdit par le règlement du gouvernement, si ça intéresse les puissants, etc. Puis la France, si elle ne dit rien. D'accord? Alors les deux joyaux de la France qui assurent sa puissance sont cédés sans contrepartie à l'Allemagne, c'est ce qu'on appelle la retraite. Non, c'est pas ça? Non, qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème de feuille. Pourtant, je les ai mis dans l'ordre. Il y a un lutin qui les mettre dans le désordre. Moi, je l'ai pour 30 secondes. Je suis désolé, parce que j'ai quand même besoin d'avoir des références.
Alors, c'était... En fait, bon, peu importe. Je vais vous parler, même si je ne le trouve pas, c'est pas grave, du dernier article, là, qui me semble important, c'est les trucs transfrontaliers. C'était ce qu'il y avait dans le... Donc, c'est l'article coopération, c'est le chapitre 4, coopération régionale et transfrontalière. C'est l'article 13, alinéa 2. À cet effet, dans le respect des règles constitutionnelles respectives des deux États et dans les limites du droit de l'Union européenne, les deux États dotent les collectivités territoriales frontalières, des territoires frontaliers et les entités transfrontalières comme les eurodistricts, au nouveau, de compétences appropriées, de ressources dédiées et de procédures accélérées permettant de surmonter les obstacles à la réalisation de projets transfrontaliers. Si aucun autre moyen ne leur permet de surmonter ces obstacles, des dispositions juridiques et administratives adaptées, notamment des dérogations, peuvent également être accordées. Alors là, il faut s'attarder là-dessus. Il s'agit de l'Alsace. Juste un petit rappel. En 2013, je crois que c'était en avril 2013, je ne me rappelle plus la date exacte, il y avait un référendum pour unir la partie nord, enfin le département de l'Alsace du nord, du sud et le département de l'Alsace. C'était la grande région Alsace. Les Alsaciens ont dit non. Eh bien, le gouvernement est passé dessus. Il a dit que c'était bon, il fallait que ce fasse. Et puis là, vous voyez, on y est encore. Eh bien, là, ça veut dire que il y a aussi un mot important, c'est les projets transfrontaliers. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les eurodistricts, c'est encore un machin. Il n'y en a pas assez. Qui ont des compétences appropriées et des ressources importantes. Alors les ressources, c'est pas seulement en argent, c'est aussi en droit, qui permettront de surmonter les obstacles à la réalisation de projets transfrontaliers. C'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le district, l'eurodistrict d'Alsace, n'obéira plus aux lois républicaines de la France. Pour un peu, oui, mais elle passera à une autre juridiction, elle sera indépendante. Donc ça veut dire que la France une et indivisible est dans le collimateur. Ça va disparaître. Enfin, c'est prévu dans ce traité. Alors, oui. Donc, juste une chose, parce qu'on a compris un peu le fond du problème, mais quelle est la motivation de Macron? Là, tu es en train de nous dire, bon, il travaille. Là, je finis après, on parle. La motivation de Macron, c'est que c'est un. Je réponds à ta question, après je reviens à ça. Toutes les élites, aujourd'hui, depuis les années 70, M. Giscard d'Estaing a fondé la FAF. La FAF, c'est la French American Foundation. Ça veut dire, c'est un organisme franco-américain qui forme les élites des deux pays. D'accord? Bon, c'est bien, a priori. Mais quel est le pays le plus puissant? Quel est l'hégémon? C'est les États-Unis, c'est pas la France. Ok? Donc, qui est-ce qui obéit à qui? Posez la question si je réponds. Eh bien, toutes les élites politiques, de M. Juppé, tout Hollande, qui encore, Macron en 2014, Najat Vallaud-Belkacem, les banquiers, les grands groupes industriels, Montebourg aussi, tous sont passés, comment? Dupont-Aignan, tous sont passés par la FAF, tous. C'est ce qu'on appelle des young leaders. Donc ça répond à ta question, non? C'est ça? Pas suffisamment. Alors, quel est l'intérêt?
comme les élites en tout Là, cas. c'est un peu, c'est comme tu dirais, bon, ils ont lu les mêmes bouquins, donc. Non, le ça rapport va. est quand même éloigné. C'est pas les mêmes Ce bouquins. que tu as exposé, c'est quand même extrêmement grave. On se demande quel est l'intérêt, parce qu'on ne fait pas ça sans Eh intérêt. bien moi, je n'ai pas la réponse, elle n'est pas écrite dans les livres, ils ne disent pas. Mais je constate des analogies inquiétantes. Et si j'ai parlé de ça, c'était de la Seconde Guerre mondiale, les élites de l'époque ont trahi la France. Les mêmes qui aujourd'hui disaient les mêmes mots, la France est moisie, le peuple ne vaut rien, on est incapable de faire quelque chose, il faut s'allier avec quelqu'un de plus puissant, l'Allemagne. C'est pas un peu ce qu'on attend aujourd'hui? Les Français sont bons à rien, c'est des feignants, c'est des sans-dents. C'est pas ça les gilets jaunes? L'histoire se répète. Comment? L'histoire se répète. L'histoire se répète. Surtout pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, il faut la connaître parce que c'est un moyen de contrer celle-ci, de ces tendances-là. Et les intérêts, eh bien, c'est des intérêts très personnels aussi. Ce sont des intérêts financiers importants. Les émoluments qu'il pourrait avoir dans un groupe français qui défendrait la souveraineté française par rapport à ce qu'ils peuvent avoir les grands patrons, les grandes élites dans ces groupes mondialisés qui en fait sont sous la domination de l'Empire américain, eh bien c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Par exemple, pourquoi les grands états-majors ont accepté sans broncher d'entrer dans le gouvernement, pardon, dans le commandement intégré de l'OTAN? Eh bien parce que leur salaire, en étant là-dedans, a été multiplié par je ne sais pas combien, en 4. Donc ça, c'est une motivation qui peut être pas suffisante à l'expliquer. Mais après, Parce que là, il faut se rappeler... on est en train de devenir une colonie Oui, on est en train de devenir de une colonie. l'Allemagne et par ricochet une colonie américaine, d'après ce que tu dis. Comment? Et par ricochet une colonie américaine, d'après ce que tu dis. C'est ça. Ah oui, oui, tout à fait. Voilà, c'est ce que je voulais arriver dans les conclusions. L'Union européenne a été fondée par les États-Unis. C'est un texte, j'ai le temps, je le lirai, de Zbigniew Brzezinski, qui est mort l'année dernière, qui était, comme Henry Kissinger, qui était des grands stratèges de tout l'Empire américain. Et Zbigniew Brzezinski, si je n'ai pas le temps de le lire, je vous donne les termes à peu près, l'Europe est une colonie américaine. Il le dit, hein. Et ça, vous le trouvez dans le livre Le Grand Échiquier, qui est paru en 1987. Je vous conseille de le lire, il y a de beaux bijoux. Et il dit qu'il ne faut pas que l'Union européenne devienne une puissance politique, parce que ça doit être l'instrument des États-Unis pour l'OTAN, justement pour prendre possession de toutes les terres importantes de la Russie, notamment de l'Ukraine. Celui qui domine l'Ukraine, donc la partie de l'Eurasie, domine le monde. Voilà les propos résumés, hein, je peux vous les sortir exactement de M. Brzezinski. Donc vous avez là une des raisons pour laquelle l'Europe est un dominion. Et on trouve toujours dans ces cas-là, malheureusement, des gens qui, par intérêt personnel ou par formation, ne voient pas l'intérêt d'être souverain, de défendre notre pays. Ils estiment qu'on a plus de chance dans un pays ouvert, dans une économie mondialisée, le village planétaire, oui, c'est moi, que si on défend nos intérêts propres, sans être à l'ennemi des autres. C'est ça la souveraineté, non pas. C'est ça les gilets jaunes, je crois, il me semble. Donc, il y a eu à partir de 1970 et de l'arrivée, non, 1973, de l'arrivée de M. Giscard d'Estaing en 1974 au pouvoir, de Pompidou, une autre politique qui est venue, c'est-à-dire que la France n'était plus un pays suffisamment fort pour se mesurer au monde. Il fallait s'allier avec les autres. C'est ça la philosophie. Cette philosophie-là qui s'est transmise dans toutes les grandes écoles. Aujourd'hui, vous avez la plupart, cela non, il y en a très peu, la plupart des universitaires, des docteurs, etc., ceux qui décident, ceux qui sont l'élite, entre guillemets, de notre pays, les directeurs de l'X, les directeurs de grandes écoles, les directeurs d'hôpitaux, etc., les recteurs aussi, sont tous baignent essentiellement dans cette idéologie. Et cette idéologie, c'est l'idéologie ultralibérale de l'école de Chicago de Milton Friedman. C'est aussi une idéologie planétaire qui a installé l'ultralibéralisme et qui a pris le pouvoir aux États-Unis avec Reagan dans les années 80
en Angleterre avec von Hayek et Madame Thatcher. Donc, automatiquement, en France, on a formé les mêmes choses, et il est normal que ces gens aillent dans ce sens-là, l'économie mondialisée. Donc, pour eux, la France ne compte plus, et pour eux, ce n'est même pas une trahison, c'est normal. Voilà, je ne sais pas si j'ai... Voilà. Et je crois que ça ne s'arrête pas là, en fait, le problème. Nous, on a perdu notre légitimité française depuis que Pompidou a vendu la dette française. On n'est plus légitime, puisque c'est plus la Banque de France qui paye l'argent français. C'est maintenant une dette à but aeternam. C'est la dette. Voilà, donc notre argent ne nous appartient plus, et aux États-Unis c'est pareil. Mais c'est ça. Les États-Unis, le trésor américain appartient à des banques privées, comme les banques françaises appartiennent à un privé. Et ceux qui dirigent, ce sont ces gens-là qui ont cette banque-là. En fait, c'est Wall Street et la City de Lehman, Rothschild, voilà, la City. Et donc, en fait, plus personne n'est légitime. C'est l'argent qui est légitime partout. C'est ça. C'est les grosses boîtes. Le fond du problème, je pense. Mais peut-être que je ne devrais pas parler des États-Unis ou de l'Empire américain. Je préfère parler de l'Empire américain parce que quand on dit l'Empire anglo-saxon américain, ce sont ces grandes boîtes-là. Les banques essentiellement, les transnationales comme Bayer, Monsanto, etc. Mais c'est eux qui dirigent le monde, c'est eux qui ont piloté la mondialisation libérale, et c'est eux qui font tous les traités de libre-échange, TAFTA, CETA, etc. Donc c'est eux qui imposent le droit aux États, et ils sont supérieurs aux États. Parce que beaucoup de ces boîtes-là ont des budgets plus importants que les pays, non pas africains qui ne sont pas un PIB très important, mais des pays de moindre importance. Je ne sais pas si la France n'est pas... Pour le dire autrement, en fait, je crois, je sais pas, par rapport à ma question tout à l'heure, l'intérêt de Macron, en réfléchissant d'après ce que tu me dis, en fait, c'est le moyen pour l'élite française d'exister dans la mondialisation. En fait, c'est ça. Parce qu'un pays souverain, en tant qu'élite française d'un pays souverain, il n'aurait pas la même position qu'en tant qu'élite française dans la mondialisation. Tout à fait. Donc en fait, on leur sert de caution. Oui. Pratiquement. On leur sert de. Ils arrivent pratiquement. Ils existent parce qu'on est derrière nous. Parce qu'ils nous ont assis. Tu vois, parce qu'on a du poids par rapport à. Macron a du poids par rapport à Merkel parce qu'il a derrière lui 60 millions de Français qui bêtement lui ont fait confiance en quelque sorte. Je vais mettre un bémol à ce que tu dis. J'essaie de réunir les deux propos de mes collègues et toi. C'est plus les gouvernements et les États qui gouvernent. Donc Macron, c'est un président d'opérette et de paille. Il a été mis là par l'élite internationale. Macron comme étant représentant de l'élite française. L'élite française et Macron, c'est celui qui est président. Il n'a plus aucun pouvoir, il n'y a plus de souveraineté de la France. Aucune. L'objectif pour les grandes boîtes, pour ceux qui dirigent le monde, et en disant ça je suis complotiste évidemment, ceux qui dirigent le monde, c'est de liquider les obstacles. Je vous ai dit tout à l'heure que la France, il fallait la liquider. Pourquoi? Parce qu'il y a la République. Parce que ce n'est pas le communautarisme avec les guerres intestines qui dirige la France, c'est le politique, comme la Grèce l'a été, c'est-à-dire avec les principes politiques, l'égalité, la fraternité, la liberté et la laïcité, ce sont des principes forts. Et ça, il n'en faut plus. Donc, outre le fait qu'il faut mettre la France au pas, il ne faut pas que cette idée de la France puisse continuer à perdurer. Rappelez-vous juste un moment, parce que nous, on nous rabâche que la France est nulle, qu'elle vaut rien et que plus personne nous écoute. Quand la France est encore la France, le monde entier est venu. Vous vous rappelez du discours de Villepin à l'ONU en 2003? Eh bien voilà. C'est ça la France. Ce qu'on appelle la grandeur de la France, c'est pas on se prend pour des dieux, c'est que la parole de notre pays, celle qui est dispensée selon les principes universels de la Révolution française, eh bien justement ils sont universels et ils concernent tous les peuples. Vous relisez la charte de l'ONU, ça, les peuples ont le droit de décider de ce qu'ils font. Hein? Voilà. De toute façon, c'est vrai que la mondialisation ne peut pas se faire vraiment tant qu'il y a ces freins démocratiques, républicains, que nous avons. Donc il est évident que ce système le pire des pays, c'est la France. Il faut qu'il le casse. Et c'est pour ça qu'ils veulent casser surtout l'Iran, parce que l'Iran est fermé à ce système bancaire. Il n'y a pas de Lehman Brothers, il n'y a pas de Rothschild en Iran. Et c'est pour ça qu'il faut absolument casser ce pays. Et ils ont la bombe atomique. Ça leur pose un vrai problème. Ils ne peuvent pas globaliser complètement. C'est pour ça qu'il y a eu la Libye, c'est pour ça que la Syrie. Enfin là.